Alors, rebonjour à tous. Je suis Bérangère, je travaille chez Tenexa. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagnée de Stéphane Yanza, de chez Tenexa également, et de Gilles Delcroix, ForcePoint. Et nous allons parler aujourd'hui de la sécurisation des données face à l'IA générative. Et je vais maintenant laisser la parole à Gilles et à Stéphane, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphane Yanza, donc je suis responsable des BU Système et Digital Workspace chez Tenexa et je suis accompagné de Gilles. Bonjour à tous, Gilles Delcroix. Donc, moi, je suis avant-vente chez ForcePoint et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de la protection de la donnée face à l'intelligence artificielle générative avec Stéphane. Merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, l'IA générative sous contrôle, comment on peut sécuriser vos données. Donc le programme de ce webinaire, ça va commencer par la présentation de Tenexa. On présentera ensuite les enjeux en fait face à l'IA générative pour bien comprendre. On va vous présenter quelques cas d'usage. Ensuite, on va vous présenter la stratégie de défense, comment on peut vous aider, nous, ForcePoint et Tenexa, à vous protéger. Ça sera accompagné ensuite d'une démonstration live de Gilles, qui va nous présenter l'outil. Et après, on passera à la session des questions et des réponses. Donc, Tenexa, qui sommes-nous? Donc, on existe depuis à peu près 40 ans. On a fait l'acquisition de sociétés à travers le temps, donc DatexWeb, ITitude et l'IAPE Prolival. Aujourd'hui, on a à peu près 1050 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de 105 millions. Moi, je suis responsable donc de CBU et aujourd'hui, on va se concentrer sur les parties comment dire, cybersécurité et intégration de logiciels. Donc, nous, on a une offre qui couvre un peu tous ces aspects. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, les utilisateurs finaux, le consulting, l'intégration de logiciels, l'infrastructure et applications, le cloud et la cybersécurité. Donc là, je vais vous présenter, je vais vous faire comprendre un peu les enjeux, à quel point c'est important en fait de sécuriser ces données de manière générale au sein de l'entreprise et plus spécifiquement via l'IA. Et voici quelques chiffres pour que vous ayez un peu conscience. Donc à l'heure actuelle, on a 59% des membres de conseil d'administration qui pensent que l'IA générative présente un risque de sécurité pour l'entreprise. On a 40%, c'est l'augmentation de la productivité avec l'utilisation de l'IA à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on comprend qu'il y a une méfiance par rapport à l'IA, mais qu'il y a quand même une vraie utilité à l'avoir et ça peut augmenter la productivité de l'entreprise. Le coût moyen d'une fuite de données dans une entreprise, c'est environ 4,45 millions de dollars. Et l'IA générative est le sujet de préoccupation qui connaît la plus grande croissance pour les RSSI. Et un dernier chiffre qui permet de voir un peu l'évolution justement et l'intérêt de ce type de solution dans une entreprise, c'est qu'avant, il y en avait 24% des entreprises qui utilisaient ce type d'application. Et aujourd'hui, on est passé à 42%. Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle générative incarnée par des outils comme ChatGPT et Gemini a révolutionné de nombreux aspects du monde professionnel. Cependant, cette innovation s'accompagne de défis significatifs en matière de sécurité des données, comme l'ont démontré plusieurs incidents récents dans des entreprises de premier plan. Je vais en présenter quelques-uns après. En 2023, des géants technologiques comme Samsung, Apple ou JP Morgan Chase ont été confrontés à des fuites potentielles de données confidentielles dues à l'utilisation non contrôlée d'outils d'IA générative par leurs employés. Ces incidents ont mis en lumière la facilité avec laquelle des informations sensibles peuvent être involontairement partagées avec des systèmes d'IA externes. Face à ces risques, de nombreuses entreprises ont rapidement mis en place des restrictions sur l'utilisation d'IA générative. Cependant, interdire complètement ces outils n'est pas une solution viable à long terme, étant donné leur potentiel d'amélioration de la productivité et de l'innovation. La réponse réside dans l'adoption de solutions de prévention de perte de données, d'IDLP, spécifiquement adaptées à l'ère de l'IA générative. Ces outils permettent de surveiller et de contrôler le flux des données sensibles, empêchant leur partage non autorisé avec des plateformes d'IA externes, tout en autorisant l'utilisation encadrée et sécurisée de ces technologies. Les entreprises doivent également investir dans la formation de leurs employés en les sensibilisant aux risques liés à l'utilisation de l'IA générative et en leur enseignant les bonnes pratiques en matière de sécurité des données. Donc, de manière globale, l'IA générative représente à la fois une opportunité et un défi pour les entreprises en adoptant une approche proactive de la sécurité des données avec des outils DLP adaptés et une formation adéquate. Vous pouvez tirer parti des avantages de l'IA tout en protégeant vos actifs les plus précieux, qui sont vos données. Maintenant, je vais vous présenter quelques grands cas qui ont fait la une un peu des journaux. Donc, on a eu des fuites de données chez Samsung en 2023.
à cause de l'utilisation de l'IA générative. Elle a été utilisée pour vérifier des codes qui étaient sensibles. Et malheureusement, il y a eu des fuites de données par rapport à ça. Et aujourd'hui, ils ont un peu, comment dire, bloqué et contrôlé justement ces utilisations. On a eu un peu le même cas chez Apple, qui ont donné des données sensibles à l'IA. Et du coup, ça a fait des fuites de données. Pareil, ils ont mis en place des contrôles de cette utilisation. Même problème chez JP Morgan Chase et chez Amazon. On a eu exactement ces mêmes cas. Donc, on voit bien que ces incidents mettent en lumière les risques réels associés à l'utilisation non contrôlée d'IA générative en entreprise. Ils soulignent l'importance cruciale de mettre en place des politiques de sécurité robustes et des outils DLP adaptés pour protéger les données sensibles tout en permettant l'utilisation bénéfique de ces technologies innovantes. Maintenant, on va vous présenter un peu comment nous, Tenexa et ForcePoint, en partenariat, on est capable justement de vous permettre de contrôler, d'avoir une vue sur l'utilisation de vos données à travers l'IA générative. Donc là, je vais laisser la parole à Gilles, qui va nous présenter un peu comment justement, grâce à ces outils, on peut avoir ce niveau de contrôle. Gilles? Ok, merci Stéphane. Il faut que tu arrêtes le partage pour que je puisse partager. Merci. Euh, Est-ce qu'on voit mon écran? Pas Stéphane, si tu encore. peux confirmer? Ouais, Alors, pendant que je lance le partage rapidement, euh, C'est bon, on voit. C'est c'est bon, bon, Gilles. merci. Oui, Ok, c'est bon. super, je vais passer en mode partageur. Voilà. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ForcePoint, on est un acteur de la sécurité au sens large, de la cybersécurité au sens large. On fournit des solutions dans différents domaines et spécifiquement sur la protection de la donnée. Depuis, voilà, on est un leader dans ce domaine-là depuis plus de 15 ans maintenant, à travers peut-être une société que certains d'entre vous ont connue qui s'appelait WebSense à l'époque. Donc pour nous, l'enjeu de la sécurité de la donnée est aujourd'hui crucial, que ce soit au travers de l'AI générative, bien sûr, mais de manière plus globale à travers tous les canaux de communication qu'on peut avoir, les gens travaillant aujourd'hui depuis un peu partout et la donnée étant elle aussi aujourd'hui un peu partout. Dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, plus spécifique de l'intelligence artificielle générative, l'idée, c'est, comme le précisait Stéphane, de permettre son utilisation, mais de la contrôler. L'idée, c'est pas de bloquer les utilisateurs sur tous les usages de l'IA, mais l'idée, c'est d'éviter que de la donnée sensible puisse partir dans l'IA, puisque une fois qu'elle est partie dans l'IA, vous en perdez la propriété. Donc, dans un premier temps, déjà, pour protéger sa donnée, il va falloir connaître un petit peu sa donnée et puis être capable de l'identifier pour pouvoir ensuite la protéger. Aujourd'hui, voilà, on va se poser des questions sur du type qui utilise la donnée, quel type de données, pourquoi, voilà, qui utilise les données. Euh, et comme je le disais, le but, ce sera derrière d'appliquer de la protection de la donnée, notamment sur l'IA générative, mais pas uniquement. Voilà, aujourd'hui, il faut contrôler les données qui partent dans les applications SaaS, qui partent via le web, qui peuvent partir via des clés USB ou tout autre canal de fuite potentielle de données. Donc notre offre ForcePoint, elle s'articule principalement autour de deux grands produits qui permettent de faire un contrôle de tout le cycle de vie de la donnée et d'avoir une approche complète sur ce cycle de vie de la donnée. La partie gauche de ce slide, qui va correspondre à notre premier produit, va permettre de faire une découverte de la donnée où qu'elle soit dans des environnements cloud, qu'elle soit sur des environnements on-premise. L'idée, c'est d'aller découvrir cette donnée et de pouvoir la classifier en se basant sur l'analyse de son contenu, de ses métadonnées, du type de fichier, etc. Et puis aussi d'être capable de savoir qui a des droits sur cette donnée. Tout ceci va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre de mettre en place une gouvernance globale de la donnée. Ça va nous permettre de voir quelle donnée potentiellement sensible est à risque et trop partagée, par exemple, et surexposée, et du coup, de mettre en place des priorités dans la gestion des corrections à apporter. Donc là, on est sur une approche de découverte, de visibilité et de gouvernance de la donnée.
avec un objectif de réduction de risque et puis de labellisation de cette donnée pour derrière pouvoir utiliser ces labels dans les solutions de protection de la fuite de données. Euh, voilà, donc ça, cette offre-là, c'est DSPM. Cette partie d'offre-là, c'est DSPM. On en parlera après. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, ou en parallèle, on peut commencer aussi à mettre en place des actions de protection de la fuite de données sur les différents canaux dont on a parlé précédemment. L'idée, c'est d'avoir un contrôle complet des canaux de potentielle fuite de données, ce qu'on appelle chez ForcePoint Data Security Everywhere. Alors, on peut bloquer, mais on n'est pas obligé de bloquer. On peut monitorer dans un premier temps avant de choisir de bloquer ou bloquer certaines choses en monitorer d'autres. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Si on essaye de traduire ça en offre produit, on a un premier produit dont je vous ai parlé autour de la gouvernance, de la classification et de la découverte qui s'appelle DSPM. On a un deuxième produit qui va être plus dans le contrôle des potentielles fuites de données sur les différents canaux et donc qui s'appelle la DLP. Euh, alors, on va pouvoir bloquer, on va pouvoir autoriser, on verra qu'on pourra coacher les utilisateurs, on peut éventuellement crypter la donnée. Voilà, il y a pas que des actions de blocage, il y a tout un tas d'actions possibles sur cette DLP. Et puis le dernier produit qu'on a, c'est risque adaptatif protection. C'est la capacité à mesurer le niveau de risque que représente un utilisateur par rapport à la fuite de données et à adapter la politique en fonction du niveau de risque de cet utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer le niveau de risque de l'utilisateur et faire évoluer nos règles de DLP automatiquement en fonction du niveau de risque. Voilà. Le niveau de risque augmente, on va être plus restrictif pour cet utilisateur. Son niveau de risque revient à la normale, on va potentiellement lui repermettre de faire des choses qu'il n'avait plus le droit de faire. Alors, si on fait un petit focus sur DSPM, l'idée, ça va être de répondre à ces questions. Les questions, c'est qui a accès à quel type de données, depuis quel type de device, à travers quelle app, voilà, donc un contrôle de l'accès à la donnée. Est-ce que ma donnée est, par exemple, si je suis un client qui a que des structures en France, est-ce que ma donnée reste bien en France ou est-ce qu'elle va vers l'étranger? Est-ce que j'ai de la donnée qui est dupliquée? Voilà. Est-ce que j'ai de la donnée voilà, redondante? Est-ce que j'ai des copies d'un fichier sensible qui se balade partout avec certaines copies qui sont plus exposées que d'autres? Voilà. Est-ce que j'ai de la donnée obsolète? Donc, je vais traiter tous ces risques-là. Euh, Est-ce que ma donnée est trop visible? Est-ce elle est surexposée? Voilà. Comment sont les partages associés à cette donnée? Voilà. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là avec notre produit DSPM. L'autre chose que va faire le produit DSPM, c'est qu'il va pouvoir classifier toutes les données existantes. Alors bien sûr, on a des produits qui permettent aux utilisateurs de mettre en place des labels, ça on sait faire, mais là on va pouvoir aussi labelliser toute la donnée existante qui n'aurait pas encore été labellisée, et ceci de manière automatique. Et là, on s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle maison. Pourquoi? Bah, parce que ça ira plus vite. Aujourd'hui, c'est impossible. Si vous voulez aujourd'hui vous mettre à classifier vos données, vous irez sûrement moins vite à la classifier à la main que le rythme de création de votre donnée. Donc, le premier rapport de ça, c'est la vitesse, l'efficacité. Et puis, c'est éviter les sources d'erreurs ou l'interprétation des utilisateurs par rapport à la manière de classifier les documents. Donc, on va être capable d'identifier tout type d'éléments dans les fichiers et de contextualiser complètement les fichiers. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Est-ce qu'ils contiennent de la donnée personnelle, de la donnée médicale, de la donnée bancaire ou d'autres choses? Est-ce que c'est un fichier plutôt de type CV? Est-ce que c'est un fichier de type bulletin de paie? Est-ce que c'est un fichier de type budgétaire? Enfin, ce genre de choses. Et puis, on va pouvoir y associer un niveau de sensibilité. Voilà, est-ce que c'est de la donnée publique? Est-ce que c'est de la donnée confidentielle, hautement confidentielle? Et derrière, on va pouvoir en plus appliquer donc des labels sur les fichiers et donc marquer en métadata ces fichiers de manière à pouvoir derrière appliquer une politique DLP basée sur ces labels. Voilà, en quelques mots, pour résumer, le produit DSPM, il permet de faire tout ce que je vous ai dit là, donc de la gestion de risque, de la visibilité, de la classification sur toute source de données, qu'elle soit cloud ou qu'elle soit on-premise.
Euh, la deuxième partie produit, c'est vraiment la partie DLP où là, on va s'attacher à éviter les fuites de données. Donc là, on a des produits, on a différents produits qui permettent de faire cette DLP. On a deux approches principales, une approche on-prem et une approche orientée cloud. Donc là les slides sont sur l'approche très orientée cloud et vous aurez la démo de ce produit-là, mais sachez qu'on a la même chose on-premise, donc on est capable d'installer des solutions DLP dans le cloud ou on-premise. Voilà, les 15 ans ou 15 à 20 ans d'expérience qu'on a sur ce sujet-là nous permettent aujourd'hui d'avoir des capacités d'analyse de la donnée qui sont très, très poussées et d'avoir des policies préétablies dans tous les domaines dans tous les domaines dans lesquels vous pouvez, travailler, enfin, dans toutes les industries, et donc de gagner en vitesse pour mettre en place de la DLP. Euh, il y a Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir la capacité de contrôler l'ensemble des canaux et on verra ça à travers la démo. L'idée, c'est bien sûr de bloquer l'AI génératif, enfin de bloquer, de contrôler, pardon, l'AI générative, mais c'est aussi pour un même fichier ou un même contenu, être sûr que s'il ne sort pas à travers l'AI générative, il ne sorte pas potentiellement non plus à travers d'autres canaux. Et puis, on va pouvoir contrôler à la fois des managed devices et à la fois des unmanaged devices pour pouvoir gérer les contractants, des partenaires ou des BIoT. Euh, la capacité du produit DLP, alors elle va être associée bien sûr au label qu'on aura mis en amont, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des politiques basées sur les labels qu'on aura mis avec la solution DSPM, mais pas que. En fait, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur les labels. La solution DLP en elle-même est capable de, d'analyser les contenus à la volée et de prendre des décisions sur ces contenus. Voilà. Imaginons qu'un fichier n'ait pas été catégorisé, par exemple, on va être capable quand même, s'il contient des informations sensibles, de le bloquer. Donc on n'est pas uniquement lié à la capacité de labelliser. On a trop souvent pensé qu'il fallait labelliser pour faire la DLP. On peut commencer à faire la DLP sans labelliser. Euh, voilà, la partie risque adaptatif protection. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir mesurer le niveau de risque d'un utilisateur et en fonction du niveau de risque, pouvoir faire varier la politique de DLP. À noter que ce niveau de risque va être basé sur, bien sûr, les actions que prendra l'utilisateur. Si on voit qu'il essaye d'exfiltrer la donnée confidentielle, on va bien sûr faire augmenter ce niveau de risque, mais pas que. Il y a tout un tas d'indices de comportement de l'utilisateur qui vont être pris en compte et qui sont natifs dans le produit, donc des IOB qui vont être pris en compte, qui sont relatifs à des cas d'usage classiques qu'on voit autour des risques de DLP et qui vont permettre aussi, sans créer de politique particulière, d'avoir une visibilité sur ce que fait l'utilisateur et toute déviance par rapport à un comportement normal. La solution qu'on va vous présenter sur la partie DLP, sur laquelle on va faire cette démo, vous verrez qu'elle est elle est totalement cloud avec un portail totalement cloud qui permet de faire une gestion des incidents, d'avoir des remontées des incidents, de gérer les endpoints, etc. Vous allez voir, c'est assez visuel en plus. Voilà, donc en termes de gestion du risque adaptatif protection, là on a un cas d'usage où on a différents niveaux de risque et en fonction du niveau de risque qui va être atteint, on va juste auditer, on va coacher l'utilisateur, potentiellement si le risque augmente encore, on va encrypter et puis si le risque devient critique, eh ben, on va bloquer cet utilisateur. Donc là on prend l'exemple d'un utilisateur qui fait des choses sur son disque local, bon, c'est pas critique. Il envoie, euh, il envoie de la donnée sur un compte personnel email, là on considère que ça fait baisser, ça fait augmenter son niveau de risque. Et puis pendant 30 jours, il ne se passe plus rien, donc son niveau de risque redescend un petit peu. Et là, il envoie, enfin, il fait une copie, un copier-coller de texte sensible. Il fait des captures d'écran de diagrammes techniques. Il fait de l'upload sur une clé USB. Là, ça commence à sentir sérieusement la tentative d'exfiltration de données. Donc là, on va encrypter les données quand il essaye de les mettre sur la clé USB. Il essaye de désinstaller l'agent
l'agent DLP. Donc là, typiquement, ça va faire matcher un IOB de désinstallation. Et donc là, le risque va monter à 95%. Et là, il va tenter d'exfiltrer des données sur son cloud personnel, sauf qu'on va le bloquer. Voilà. Ça, c'est un exemple de cas d'usage d'utilisation du risque adaptatif protection. Voilà, c'est la capacité à faire évoluer le niveau de risque. Voilà, je vous propose maintenant de passer à la démonstration. Euh, hop, je continue, hein. Tu m'arrêtes, Stéphane, ou vous m'arrêtez si jamais. Non, c'est bon. C'est parti. On y Ok. va. Donc là, je suis connecté sur l'interface d'administration de la partie DSPM. Donc là, l'objectif, ça va être de connecter tout un tas de sources de données, donc vos sources de données, vos différentes sources de données, pour aller les analyser et aller faire un inventaire de vos données et voir quelles données sont sensibles. Donc vous voyez qu'on a tout un tas de possibilités de connexion. Voilà, j'ai du Google, du SMB, du SharePoint Online, du OneDrive. Donc là, moi, j'ai connecté un certain nombre de sources de données. Voilà, j'ai connecté OneDrive, j'ai connecté associé à OneDrive un Azure AD pour pouvoir récupérer les groupes d'utilisateurs, savoir quel utilisateur a accès à quelles données et pouvoir faire un mapping entre les fichiers et les utilisateurs. J'ai aussi connecté du SMB, par exemple. Voilà, j'ai connecté quoi d'autre? Du Google Drive. Voilà, donc j'ai mes connecteurs qui sont configurés pour pouvoir me connecter sur ces environnements. Et je crois que j'ai configuré aussi, par exemple, un environnement box. D'accord? Donc vous voyez, il y a tout un tas de connecteurs et cette liste de connecteurs évolue rapidement. Bien sûr, ça nécessite de configurer les environnements pour que la solution ait les droits d'accéder aux fichiers pour pouvoir les analyser, etc. Mais voilà. Donc là, par exemple, sur Box, je vais pouvoir lancer ici un scan des fichiers. Et donc, je lance mon scan des fichiers. Hop, voilà. Et là, automatiquement, ça va se connecter à Box, aller analyser tous les fichiers et créer une base de données des fichiers associés avec les niveaux de sensibilité des fichiers, ce que contiennent les fichiers, etc. OK? Donc, bon, j'ai fait ça sur tous mes environnements. Je peux aller voir mon progress de scan. Et puis, et ben voilà, là, je vois que j'ai scanné énormément de fichiers sur tout un tas d'environnements, que j'ai deux fichiers critiques, que j'ai des données qui contiennent des données personnelles, j'ai des fichiers confidentiels, etc. Enfin, voilà. Après, je vais avoir du coup tout un tas de rapports disponibles associés à cette donnée. Donc là, je vois par exemple que voilà, je vois le nombre de fichiers confidentiels, hautement confidentiels, les fichiers généraux, le type de fichier, etc. Et puis là, par exemple, je vois que ma donnée hautement confidentielle, elle est principalement sur Google Drive. Donc, je vais pouvoir après créer moi-même des rapports de manière graphique, de manière simplement. Là, on en a créé un certain nombre. Et cette solution va aussi me permettre de faire une gestion de risque. Par exemple, là, je vais regarder ma donnée non protégée. Bah, je vois que j'ai 90 fichiers qui sont considérés comme à haut risque. À haut risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement qu'on a trouvé la donnée sensible, qu'on a considéré que les fichiers étaient confidentiels, hautement confidentiels et que globalement, il y avait des partages trop permissifs sur ces fichiers. Donc, si je suis encore plus spécifique, je vais aller consulter la donnée importante, donc executive data, qui est à risque. Là, je vois que je vais avoir 19 fichiers. Donc, je vais aller voir plus en détail ces fichiers-là. Et là, vous allez voir que globalement, je sais que j'ai des fichiers qui sont bons sur OneDrive. Je vois que j'ai des détecteurs. C'est du document de type Office qui a fait matcher un filtre finance. J'ai des Swift codes, j'ai de la donnée personnelle dans ces fichiers. Et au final, ça n'a pas l'air d'être déconnant, puisqu'en gros, si je regarde le nom du fichier, monthly budget copy, bon, ça a l'air d'être la donnée financière importante pour l'entreprise. Et je vois ici qu'elle est en plus euh, partagée avec n'importe qui dispose du lien. Et elle a été jugée comme confidentielle par l'outil. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est révoquer les permissions associées à ce fichier. D'accord? Donc je vais en prendre un autre. Voilà, par exemple, celui-là, hautement confidentiel, je vais pouvoir aussi révoquer les permissions. Voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever les permissions et du coup faire baisser tout de suite le niveau de risque. Donc je vais pouvoir, avec cet outil, euh, gérer tout de suite mon niveau de risque et les choses les plus importantes. Bien sûr,
j'ai la capacité à créer des incidents par email, etc., associés à ces données-là. Voilà, donc par exemple, ici, j'ai créé des incidents. Euh, voilà, j'ai dit la donnée bancaire qui serait à risque. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire. J'ai un langage qui est assez facile à utiliser. Voilà, j'ai dit tous les données de type bancaire qui ont un risque supérieur à 1, je crée un incident et l'action que je prends, c'est que j'envoie un mail. Alors là, je me suis envoyé un mail, mais j'aurais pu faire du webhook ou du Slack pour avoir un traitement de ces incidents. Et donc, je vais recevoir des alertes par email, etc. La dernière chose que je vais pouvoir faire et qui est donc hyper importante pour la suite, c'est que je vais pouvoir, sur chacune de mes sources de données, lancer, donc je vais le faire là sur, je sais pas moi, sur OneDrive, voilà. Donc, je vais pouvoir ici, comme j'ai découvert les données, je vais pouvoir lancer un tagging de mes fichiers. Donc là, je lance le tagging de mes fichiers. Est-ce que je veux que ce tagging soit uniquement sur le cloud OneDrive ou je veux que ce soit persistant tagging? Moi, je vais choisir persistant parce que je veux que si mes fichiers sortent de l'environnement OneDrive, le tag, le label soit conservé. Donc j'accepte et là, hop, automatiquement, je vais euh, taguer, labelliser mes fichiers et je pourrais utiliser ce label derrière dans la solution DLP. Voilà, là le label est lancé. Donc voilà pour cette partie démo DSPM. On va passer à la partie DLP. Donc là, j'ai découvert mes données, je connais leur sensibilité, j'ai appliqué des labels automatiquement sur ces données. Du coup, je vais pouvoir travailler avec ces aspects-là. Euh, donc, je vous montre rapidement. Là, je suis donc sur l'autre interface. Je suis sur l'interface de management de ma solution DLP qui va me permettre de gérer mes endpoints, de gérer mes incidents de DLP, etc. Donc, bah, par exemple, si je vais tout de suite dans les investigations et que je regarde les alertes, je vais pouvoir avoir toute une vision sur l'ensemble de mes alertes qui sont remontées dans ma console de DLP. Je vais pouvoir ici gérer mes politiques DLP. Bon, j'y reviendrai après. J'ai des politiques par défaut, enfin, qui sont préconfigurables. Et puis après, j'ai mes politiques que moi je crée. Bon, on reviendra sur ce portail après. Je veux juste vous montrer au niveau du dashboard. Voilà, j'ai une visibilité directe sur mes utilisateurs à risque et sur les niveaux de risque de mes utilisateurs. Alors bien sûr, je vois les rôles qui ont matché, etc. Enfin, on reviendra là-dessus après. Mais là, ce que je vais vous demander de regarder, c'est le risque associé à cet utilisateur-là. Donc vous voyez que le risque est à 26. Cet utilisateur-là que je vais utiliser maintenant pour faire la démonstration côté utilisateur. Donc là, j'ai déjà configuré tout ce qui est règles, etc. On va se concentrer, on va regarder ce qui se passe côté utilisateur. Donc là, je vais commencer par, on va bien sûr à un moment se concentrer sur l'intelligence artificielle générative, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais avant ça, je vais vous montrer un autre use case tout simple. C'est là, je vais essayer d'envoyer un email. Hop. Donc là, je vais envoyer un email vers l'extérieur d'un document qu'on a précédemment classifié comme confidentiel. Et puis je vais dire bah, for review. Donc là, je suis un utilisateur lambda. Je ne pense pas forcément à faire mal, hein, mais j'essaye. Enfin voilà, j'envoie un fichier vers, euh, vers l'extérieur. Hop, j'envoie l'email. Et là, on voit que bah, je suis bloqué. Force.dlp m'a bloqué dans l'envoi de cet email. Parce que là, ce fichier-là, bah, en gros, je lui ai appliqué tout à l'heure un label confidentiel. Ok. Accessoirement. Ouais, vas-y Stéphane. Non, non, je trouvais. Non, non, mais tout à fait. Mais là, tu disais tout à l'heure, par exemple, que tu pouvais. Là, on est dans le cas d'un fichier qui est labellisé, mais si jamais il n'était pas labellisé, par exemple, comment ça se passerait et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire des règles DLP qui vont, en effet, se baser sur le contenu du fichier lui-même et, au-delà du label, qui vont venir regarder le contenu du fichier. Donc, si j'ai un fichier qui n'est pas labellisé, je vais pouvoir tout aussi bien l'utiliser. Là, si par exemple, alors je vais enlever celui-là. Hop. Et je vais faire un autre attachement. Je vais me baser sur un fichier.
locale, par exemple. Donc là, je suis sur mon PC. On va dire que les fichiers n'ont pas été labellisés. J'ai récupéré un fichier quelque part, il a été labellisé, puis je vais essayer de l'envoyer. D'accord? Sauf que ce fichier-là, en fait, c'est un dessin technique et que j'ai une règle qui dit, dans ma solution, j'ai une règle qui dit je n'ai pas le droit d'envoyer des dessins techniques à l'extérieur. Donc là, en fait, je bloque ce fichier même s'il n'a pas de label. Ok, je le bloque D'accord. sur son contenu lui-même ou sur le type de fichier, par exemple. Voilà. Donc là, tout ce qui est reconnu comme dessin technique, je n'ai pas le droit de le sortir de l'entreprise. Je considère que c'est... Ok. Voilà. Et avec l'intelligence artificielle, du coup, pour voir un peu, je pense que tout le monde a envie de voir un peu ce que ça donne, comment Alors, ça ouais, c'est vrai comment que ça se c'est quand même présente. le sujet du webinaire, tu as raison. Donc là, pardon, excusez-moi, hop, je reviens sur la machine. Là, on va s'intéresser maintenant en effet à l'intelligence artificielle. Donc, on va aller consulter Gemini. Voilà, donc là, j'ai toujours un Gemini quand même, hein. Oui, Mhm. Gemini. Voilà. Donc là, je vais pouvoir converser normalement avec Gemini. Je peux lui demander la météo qu'il va faire aujourd'hui. Et puis, je peux aussi lui demander, peux-tu me donner un exemple de code Python, faire une addition, par exemple. J'espère qu'il sait faire ça. J'imagine que oui. Donc voilà, là je suis dans un usage classique de l'intelligence artificielle. Je l'utilise, il n'y a aucun risque pour l'entreprise. J'ai pas mis de données de l'entreprise. J'ai posé une question à Gemini autour du Python. Voilà, ça m'aide à développer mon code Python. Maintenant, imaginons que je suis dans un autre usage. Je dis bah ok, il a l'air de maîtriser Gemini Python. Je vais lui demander d'optimiser un code. Donc là, je lui dis peux-tu m'optimiser le code? Sauf que là, en fait, ce code Python. Sauf que là, en fait, potentiellement, ce code Python-là, il peut être sensible pour l'entreprise. Donc là, je vais ouvrir du code Python. Bon, voilà, hein, c'est du code Python qui n'a pas gros intérêt, mais je vais vouloir. Donc, je vais lui demander, hop, et puis je vais lui envoyer le code. Hop, si je veux bien. Ah, j'ai pas copié. Donc, je copie et je passe le code. Hop. Voilà. Et là, je bloque en fait. Parce que cette donnée-là, elle est sensible pour l'entreprise. Autant je peux demander à Gemini de me montrer des exemples de code, autant envoyer mon code potentiellement sensible sur Gemini, c'est pas une bonne idée. Voilà. Et si jamais, imaginons que je me dis, OK, je peux pas l'utiliser dans l'IA, je veux le Ouais. prendre avec moi, par exemple, en l'emmenant soit sur une clé USB, soit sur WeTransfer, par exemple. Je vais Voilà. essayer de contourner le système, quoi, on va dire. Ok. En gros, je vais me l'envoyer comme ça chez moi ce soir sur mon autre PC. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc là, je vais me connecter à WeTransfer. Ok, non, je veux juste je vais envoyer une fille. Donc là, je vais prendre mon fichier qu'on vient d'utiliser, qui est mon script, et puis je vais dire, bah, ok, je vais le transférer. Voilà. Donc là, je lance le transfert via, et ben là, je bloque aussi, en fait. Et c'est là tout le sujet. Tout le sujet, là, tu l'as résumé dans ta question, c'est quand on Hmm. fait de la sécurité de la donnée, on doit la faire partout, sur tous les canaux. On ne peut pas se permettre de le faire sur un canal et permettre que ce soit simple de l'exfiltrer à travers un autre canal. Donc, tu m'as posé aussi la question de la clé USB. Si j'essaye de prendre mon script et de l'envoyer sur la clé USB, je vais là aussi bloquer en fait OK, je vois. hein. Et, et Voilà. si je préfère être moins restrictif, on va dire, c'est-à-dire que je voudrais, Ok, comment dire, sensibiliser les utilisateurs, voilà. comme on ferait Ça, pour une campagne de phishing, par exemple. ouais, ça c'est Imagine. une très bonne question aussi. Bon, alors je vais le faire allez, par email cette fois-ci. Hop. Donc là, je vais faire un email. Pareil, donc toujours il y aura un utilisateur extérieur à mon domaine. Et puis je vais lui dire, voilà, peux-tu me donner ton avis? Et là, je vais envoyer un fichier qui est pas forcément hypersensible, mais qui, dans certains contextes, pourrait être intéressant de ne pas l'envoyer vers l'extérieur, quoi.
Donc hop, je prends celui-là, je crois que c'est avec celui-là. Hop. Et là, j'envoie le fichier. Et là, en fait, je vais coacher l'utilisateur. Voilà. Je lui montre un pop-up et c'est lui qui va prendre la décision au final de l'envoyer ou pas. Donc là, il va dire c'est approuvé par mon manager, vu avec Stéphane, hein, c'est le patron de la BU, il a donné son accord. Ok, je peux l'envoyer parce que dans le contexte, ça le fait. Voilà. Et là, je vais pouvoir envoyer mon email. Et D'accord? ça, je peux faire la même chose avec l'IA. Je peux faire la même chose avec, je Ouais, peux ouais, mettre c'est des règles, des choses comme ça. indépendant du. Si je prends le même fichier, ouais, je l'envoie dans l'IA, ça devrait se comporter pareil, sauf si j'ai pas fait la règle, je t'avouerai que j'ai pas. Hop. Voilà, ça, exactement D'accord. le même. Donc, Donc en fait, ça c'est hyper intéressant à différents niveaux. Donc là, je vais choisir le bloquer. Voilà. C'est hyper intéressant à différents niveaux parce que, euh, l'utilisateur se pose la question. Et là, on va l'amener à réfléchir à la hmm, fuite de données. Donc ça, c'est important. Deux, il sait que le système voit ce qu'il fait. Donc il va oui. s'auto-censurer quelque part. Il va s'auto-réguler. Et trois, ça bloque pas sa productivité. Parce que si c'est quelque chose qui est viable et qu'il peut faire, bah, il peut l'envoyer le fichier. Donc c'est Hmm. vraiment intéressant parce que ça rend l'utilisateur acteur de la politique DLP. D'accord? Ok. Et du coup, juste pour finir, il nous reste à peu près 2 minutes avant les Ouais. questions. Est-ce Mm. qu'on peut voir l'évolution? Enfin, est-ce qu'il y a une Ouais. évolution justement du risque de l'utilisateur? Ce que tu expliquais un peu Voilà. tout à l'heure. Un peu, Ouais. Donc là, si maintenant je reviens sur mon dashboard. Voilà. Ah, donc là, il se met à jour. Ouais. Vous voyez que sur le niveau de risque que je vous avais montré tout à l'heure, qui était à 26, 26, je crois, ouais. Ouais, ça. il est passé à 58. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'alertes autour de cet utilisateur. Alors bien sûr, je peux configurer le niveau de risque, comment il évolue dans le temps. Voilà. Et là, on voit toutes mes... Si je fais voilà, un User Insight. Là, je vois toutes mes alertes. Donc, vous voyez, mon fichier assise, il a matché un keyword. J'ai mon code Python source DLP. J'ai mes fichiers de dessin qu'on a vu tout à l'heure. J'ai mon label confidentiel qui a matché. Voilà, donc Hmm. tout est, tout est tracé. Voilà, tous les incidents remontent instantanément dans la console. Et pour chaque incident, je vais avoir la capacité à définir sa criticité et l'impact sur le niveau de risque. Voilà. Ok. 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 Donc Ok. Ah, derrière, ce que je ne vais pas montrer, c'est les policiers, etc. Bon, là, on a plus hmm. le temps, mais en gros, je vais pouvoir faire des politiques qui s'adaptent automatiquement en fonction de ce niveau de risque. Ok. Ah, c'est parfait. Ok. Bah, c'est parfait. On va peut-être passer aux questions. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, Bérangère. Je ne sais pas si tu es là et si tu vois les questions ou pas. Oui, S'il te plaît, bien merci à sûr. tous les deux. Je suis bien toujours là. Oui, alors on a déjà des questions dans le chat. Alors, quid lorsque les entreprises ont mis en place des IA génératives via des comptes pro API? Alors, par exemple, si on... Alors oui, on est capable de gérer ces IA génératives en compte pro aussi. D'une manière générale, on va pouvoir s'interfacer avec ces IA à deux niveaux. Alors, pour ChatGPT, par exemple, à deux niveaux, à la fois au niveau des SPM et faire une analyse de comment est utilisé le ChatGPT entreprise à l'aide de DSPM, savoir qui fait quoi, quelles sont les données, quels sont les chats utilisés, enfin les données qui traversent à travers les chats, et on va pouvoir, dans la même mesure, contrôler ce canal ChatGPT entreprise. Fait. Très bien, merci. J'espère que ça a répondu à la question. J'espère aussi. Alors, j'ai une autre question pour vous. Pour le DLP, la data classification est-elle obligatoire? Non, c'est une bonne question. Euh, Elle n'est pas obligatoire, elle va faciliter l'application de règles DLP, elle va permettre d'avoir une politique commune au sein de l'entreprise et une culture de la protection de la donnée en se posant la question de ce qui est confidentiel, de ce qui l'est pas, etc. euh, et elle va aider la gouvernance globale de la donnée. Mais elle n'est pas strictement nécessaire à la DLP. On l'a vu notamment dans le cadre de la démo et les questions que posait Stéphane. On a vu à un moment que j'ai essayé d'exfiltrer un dessin. Bah, ce dessin, il n'avait pas été classifié. C'était un dessin technique. On considérait que ça ne devait pas sortir. Et donc, la solution DLP a analysé directement le contenu qui allait sortir. Très bien, merci Gilles.
Alors, je Ok. vois une autre question. Qu'est-ce que le coaching utilisateur et quel est son intérêt? Alors ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le pop-up qui s'est affiché. Donc l'intérêt est multiple. L'intérêt, c'est de responsabiliser l'utilisateur. C'est quelque part qui s'auto-contrôle et du coup qu'il devienne acteur de la politique DLP. Et puis ça va avoir aussi un intérêt fort pour l'entreprise de, de, de pas de perte de productivité et de, d'autocontrôle des utilisateurs. Donc c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. Super. Ok. Merci Gilles. Ouais. Merci Stéphane aussi. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc si vous en avez, c'est le moment. Et sinon, je pense qu'on peut... je te laisse la main, Stéphane, pour conclure. Ok. Bah, merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça a répondu à vos attentes et à vos besoins. Voilà, c'était important de vous montrer qu'on pouvait contrôler tout à fait l'utilisation de l'IA dans l'entreprise grâce à des outils DLP comme celui de ForcePoint. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus de conseils, si vous avez des questions qui peuvent arriver après, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour la mise en place et l'implémentation et la configuration de ce genre d'outils, n'hésitez pas à faire appel à Tenexa. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents et de votre attention. Merci Merci beaucoup. à Et merci tous. beaucoup à Gilles, bien sûr, pour sa présentation et pour ses explications. Merci pour l'opportunité et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Avec plaisir. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.